Bonjour à tous, je suis Clément, membre de l'association du patrimoine de l'Arrée, et je vous fais cette petite vidéo sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse avec la vidéo. La Première Guerre mondiale, un conflit dévastateur. 28 juin 1914. François Ferdinand, héritier de l'Empire d'Autriche, sera assassiné avec sa femme à Sarajevo. L'assassin se nomme Gavrilo Princip. C'est un Bosniaque âgé de 19 ans. En quelques semaines, l'Europe s'embrase. Deux camps se forment. D'un côté, nous avons la Triple Entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. De l'autre côté, nous avons la Triple Alliance, menée par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Quelque temps après, la guerre éclate. 1er août 1914, la mobilisation générale est décrétée en France. Des millions d'hommes rejoignent les casernes et les régiments. Paysans, ouvriers, instituteurs, étudiants, tous deviennent soldats. Malheureusement, beaucoup ne reviendront jamais. La Première Guerre mondiale sera une guerre longue, une guerre totale, une guerre d'un genre nouveau. Les soldats s'enterrent dans les tranchées. Verdun, la Somme, des batailles qui deviennent des enfers de boue et de sang. Les mitrailleuses fauchent des milliers de vies en quelques minutes. Le gaz toxique, une arme terrifiante, plonge les hommes dans l'horreur. Mais ce ne sont pas seulement les soldats qui souffrent. Derrière les lignes, tout un peuple est mobilisé. Les usines tournent à plein régime. Les femmes remplacent les hommes partis au front. Dans notre département, donc dans l'Orne, comme partout en France, la mobilisation est massive. Les hommes rejoignent les régiments d'infanterie, comme le 101e régiment d'infanterie d'Alençon, le 102e régiment d'Argentan, le 103e régiment de Falaise et le 115e régiment d'infanterie d'Alençon, qui entrera lui aussi dans la légende. Le 115e régiment d'infanterie, formé à Alençon, est envoyé dès les premiers jours dans les Ardennes, où il subit de lourdes pertes. En 1916, il se distingue à Verdun, où il résiste aux assauts allemands dans des conditions inhumaines. Puis, en 1918, il participe aux dernières offensives qui mèneront à la victoire. Comme tous les régiments, le 115e paiera un lourd tribut. Des centaines de jeunes Normands ne reviendront jamais. Aujourd'hui encore, leurs noms sont gravés sur les monuments aux morts de la région. Une mémoire qui ne doit jamais s'effacer. Vers la fin du conflit, en 1917, un tournant. La Russie s'effondre et sort du conflit. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis entrent en guerre, donnant un nouvel élan. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule. L'armistice est signé. Mais le monde ne sera plus jamais le même. Le traité de Versailles en 1919 humilie l'Allemagne et impose des sanctions lourdes. À la fin de la guerre, ce sont 10 millions de morts, des empires qui se sont effondrés, un monde à reconstruire, et une leçon que l'histoire n'a pas su retenir, car ensuite il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je vais laisser la parole à Sacha, qui va vous expliquer le parcours d'un soldat français qui est enterré dans notre commune et à qui nous rendons hommage chaque 11 novembre de chaque année. Maintenant, nous passons à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, une guerre éclate encore. 1918, la Première Guerre mondiale s'achève, mais la paix ne dure pas. En Allemagne, la colère gronde. Un homme en profite. Cet homme, c'est Adolf Hitler. Il en profite pour prendre le pouvoir. Et en 1939, il veut agrandir son territoire. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne. 2 jours plus tard, ce sont la France et l'Angleterre qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais aucune attaque aura lieu entre le 1er septembre 1939 et le 10 mai 1940. Ce moment s'appellera la drôle de guerre. Tout le monde se regarde, personne n'attaque. Puis le 10 mai 1940, l'Allemagne lance une grande offensive contre la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ils appliquent la stratégie de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, c'est une guerre éclair et rapide. D'abord, nous avons l'aviation qui passe et bombarde massivement les positions. Ensuite, les chars sont envoyés. Et enfin, nous avons l'infanterie qui arrive
pour encercler la zone et prendre le point stratégique. L'armée allemande surprend les Alliés et contourne la ligne Maginot. C'est un grand et long barrage pour bloquer le passage en temps de guerre. Ils contournent cette ligne par la forêt des Ardennes. Cette forêt était réputée comme infranchissable, sauf que les Allemands ont réussi à passer. En un mois, l'armée allemande réussit à battre les forces alliées et entre dans Paris le 14 juin 1940. Et le 22 juin 1940, la France capitule. C'est l'arrêt des combats. Pourquoi la France n'a-t-elle pas tenu ? La France était pourtant une grande puissance militaire à ce moment-là. Mais niveau armement, elle était très limitée. Niveau chars, nous avions beaucoup de chars, mais le problème c'est qu'ils étaient très lourds et très encombrants. Niveau aviation, elle était quasi absente. Et en plus, le moral des troupes était vraiment bas à ce moment-là. Le plus gros problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement français était resté sur le principe de la Première Guerre mondiale. Une guerre de position dans les tranchées. Et surtout, ils n'ont pas réagi correctement comme il le fallait à la crise. Ils ont pris des décisions trop lentes. Ils ont dispersé les soldats français au lieu de les laisser en groupe. Le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Alençon et occupent la ville. Partout dans l'Orne, les habitants voient arriver les troupes ennemies. C'est la fin de la bataille de France et le début de l'occupation. Pendant 4 ans, la Normandie vit sous la domination allemande. Les habitants subissent les restrictions, les contrôles, et certains choisissent de résister. Le débarquement en Normandie. Les Allemands sont pris sur tous les fronts et commencent à sentir que la fin est proche. Les Alliés décident alors d'ouvrir un nouveau front, en plus de celui de l'Est qui pourra le soulager. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie des Alliés. Américains, Anglais, Canadiens, Français, Belges et autres nations débarquent sur les 5 plages de Normandie. Omaha Beach, Sword Beach, Juno Beach, Utah Beach et Gold Beach. Les combats y sont terribles. Les Alliés avancent sous le feu des mitrailleuses allemandes. Dans les terres, les villages, les villes, tout devient des champs de bataille. En plus de ça, la bataille de Normandie fera beaucoup de victimes militaires et civiles. En été 1944, il faisait tellement chaud, c'était un enfer, et avec cette chaleur étouffante, il y avait une forte odeur due aux cadavres d'hommes et d'animaux qui étaient partout. Beaucoup de batailles eurent lieu dans le bocage normand, et l'avancée était très difficile due à la résistance allemande. Le 20 juillet 1944, la 2e division blindée du général Leclerc débarque en Normandie et part en direction du Mans où la division se regroupe. Ensuite, les hommes du général foncent droit sur Alençon. Et le 12 août 1944, au lever du jour, les habitants d'Alençon ont été libérés par les hommes de la 2e DB. Alençon fut la première ville de France à être libérée par une unité française. En début de matinée, de nouveaux ordres arrivent, avec pour objectif la ville de C. La 2e DB se divise alors sous plusieurs groupements. Mais celui qui nous intéresse le plus est celui du colonel Warabiau. Il devra passer par Semalé, Larrey, Ménil-Lheureux, Bursard, Neuf-sous-Essé et ensuite rejoindre C. Warabiau part d'Alençon à 10h15. Tout se passe bien, puis avant d'entrer dans Larrey, la compagnie s'est arrêtée, car des hommes de la 9e Panzer-Division allemande tiennent encore une position. Ce n'est pas une résistance sérieuse, mais un appui aérien a été demandé. Le bombardement américain a tellement été violent que les vitraux de l'église de Larrey ont été brisés. À 11h, le colonel Warabiau se remet en route, puis entre dans Larrey et libère le village. La compagnie fait quelques prisonniers allemands. Une fois le village libre, et après avoir échangé avec les habitants, Warabiau et ses hommes continuent leur route et entrent dans C à 13h. La fin de la bataille de Normandie a lieu fin août. Suite à la fermeture de la poche de Falaise, le triomphe de l'Allemagne touche à sa fin. Il restera encore de grands combats dans le sud et l'est de la France jusqu'en 1945, où la fin de la Seconde Guerre en Europe marquera un grand chapitre dans l'histoire. L'Orne, comme toute la Normandie, est en ruine. Mais grâce au courage des soldats et des résistants, la paix revient enfin. Cette guerre a fait plus de 60 millions de morts. Pour éviter un nouveau conflit, les Nations Unies s'unissent et créent l'ONU pour préserver la paix. Voilà, c'était un petit récapitulatif de la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale.
Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Laré dans la nuit du 15 au 16 juillet 1944. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1944, un bombardier Halifax Mk5 immatriculé LL-129TN et appartenant au 298e escadron du 38e groupe de la Royal Air Force s'est écrasé sur la commune de Laré, plus précisément au lieu-dit La Chouannerie. Cet appareil avait décollé de Taran-Rushton, en Angleterre, pour effectuer une mission commandée par la Special Operation Executive, donc SOE. Cette opération était baptisée Opération Stationnaire 175. L'objectif de la mission était de larguer du matériel, armes, équipements, etc. pour la résistance sur une zone de largage en forêt des Couves. Cette zone s'appelait Terrain Éclair-Goudron. L'équipage devait ensuite repartir en direction de Châtellerault-le-Blanc pour un nouveau largage. Cependant, les Allemands suspectaient la présence d'une zone de largage en forêt des Couves. Ils ont donc installé plusieurs feux de balisage et avaient positionné une DCA, une batterie antiaérienne allemande. Et cette DCA était postée sur la commune de Forges. À minuit 45, alors que l'avion allié survolait la forêt des Couves, il fut pris pour cible par la DCA allemande, qui finit par l'atteindre. À 1h du matin, une puissante explosion réveilla les habitants de Laré. L'appareil s'était écrasé dans un champ au lieu-dit La Chouannerie, sur plus de 200 mètres. L'avion s'embrasa, provoquant également l'incendie d'une maison voisine, tandis que de multiples explosions causées par les munitions transportées résonnèrent toute la nuit. Les 6 hommes à bord de l'avion, ainsi qu'une 7e personne non identifiée à ce jour, surnommée Joe, seront tués dans le crash. Au matin du 16 juillet 1944, les Allemands, arrivés sur les lieux durant la nuit, surveillaient la zone. Ils fouillent toutes les maisons environnantes pour s'assurer qu'aucun rescapé n'avait été caché par les villageois. Les soldats allemands restent dans les environs jusqu'à la libération de la commune. Les corps calcinés des jeunes aviateurs seront transportés sur une charrette puis enterrés dans une fosse commune creusée par de jeunes habitants de Laré sous la surveillance allemande. Plus tard, les dépouilles des 6 aviateurs, dont 3 Canadiens et 3 Britanniques, furent exhumées et transférées. Ils reposent désormais au cimetière canadien de Bretteville-sur-Laize et au cimetière de l'Ouest au Mans. Quant au 7e homme, retrouvé sous la seule porte intacte de l'avion en octobre 1944, il repose aujourd'hui au cimetière de Laré. Voici le nom des 6 victimes du crash. William Edward Linning, Edward Maurice Cyril Wilkinson, Joseph Wilfrid Roméo Fournier, Derwood William Smith, James Foxall Crossley, Enzo Biaggi Grasso. Et nous avons le dernier homme qui s'appelait Joe. À ce jour, les familles des 6 soldats ont été retrouvées. Malheureusement, le 7e homme reste toujours inconnu. En 1945, les recherches commencent. Le mercredi 2 janvier 1945 a lieu la visite de l'épave de l'Halifax. C'est M. Noël Archer et M. Roger Cornevin Hayton qui ont été voir l'épave afin de déterminer les circonstances du crash. Voici leur compte-rendu. Mercredi 2 janvier 1945, je visitais les lieux du crash en compagnie de M. Hayton. L'épave était répandue sur une surface de 170 mètres carrés. En fonction de l'état de l'épave, je suspectais une collision entre 2 avions. Mais abandonnant cette idée, après une recherche approfondie, je retrouvai les 4 moteurs et les roues, incluant la roulette de queue. Il y avait également les pièces brûlées de parachutes et de conteneurs en métal, mais aussi grenades à main, des boîtes de munitions pour mitraillettes Sten et Bren, mais aussi des bombes incendiaires. 6 corps avaient été extraits de ce crash par les habitants et les ont inhumés au cimetière civil de Laré. Le 29 août 1944, ces 6 hommes furent exhumés par des Américains et emmenés au cimetière de Sainte-Corneille, cimetière militaire près du Mans. En octobre, un 7e mort est découvert dans l'épave et inhumé au cimetière de Laré. Les habitants du village avaient érigé une croix portant les inscriptions suivantes. Ici reposent les cendres d'un aviateur allié tombé sur les territoires de cette commune. Les funérailles de ces restes eurent lieu le 4 ou le 5 octobre 1944
2 mois après la libération. Voilà le compte-rendu de Monsieur Ayton. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.